Salut Gringe, Salut. hyper content que tu sois avec nous pour, et d'avoir accepté de faire ce podcast. Avec plaisir. C'est une vraie chance pour nous et surtout pour les étudiants de pouvoir bénéficier de ton regard, qui est un regard spécifique, d'un frère et de ton expérience. Donc tu as un frère qui est atteint de schizophrénie. Ouais. Tu as écrit, un bouquin, tu as coécrit un livre avec lui qui s'appelle «On a beau en silence». Et puis aujourd'hui, moi, ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est peut-être qu'on axe ce podcast sur ce que tu as pu percevoir, ce que tu as pu vivre déjà toi, mais aussi ce que tu as pu percevoir des soins pour peut-être donner des billes, aussi aux étudiants et aux futurs soignants mais finalement, quels peuvent être leurs impacts aussi sur les Oui. proches et cetera. On va principalement s'appuyer, si tu es d'accord, sur 2 tes œuvres, 2 titres. Le premier c'est «Scanner», Ouais. le deuxième c'est «On aboie en silence» et puis aussi, sur le livre que tu as écrit. OK, ça Ça joue? marche. Ouais, avec plaisir. Cool. J'ai une question préliminaire avant de commencer. J'ai 2 filles qui sont fans de toi et elles m'ont dit: «Tu dois lui poser cette question. Pourquoi le pseudo Gringe?» Mais là, ça rime à rien. Le pseudographe, c'est vraiment c'est la déformation de mon 1er, du 1er surnom qu'on m'a donné, qui était Gringo, en référence à mes j'ai des origines latines et au collège, c'est parti en Gringo et c'est en arrivant à Caen, c'est les copains, normands qui ont transformé ça en Gringe. OK. Le jeug, le jeugrin, c'est vraiment du verlan, en plus foireux, quoi. Et c'est marrant parce que c'est en Suisse, la première fois qu'on m'explique qu'en fait ça a une signification gringe, Ouais, c'est-à-dire grincheux ouais, c'est ça. et je me dis: «Mais c'est tout trouvé, c'est, voilà, tout désigné quoi». C'était pas Ah ouais, comme d'accord. je migre en Suisse, je suis pas grincheux, mais j'ai mon petit caractère, tu vois? Et je me dis: «Bon, c'est parfait». OK, mais ça venait pas de ça à la base? Non, non, pas du tout. OK, Non, pas du tout, du tout. OK, cool. Et la première question que je veux te poser en lien avec, avec notamment ton écriture, c'est, comment, cette écriture, elle a pu permettre et est-ce qu'elle t'a permis à un moment, hem, de conscientiser ou de développer ta relation ou ce que tu avais vécu, avec la maladie de ton frère? Je crois pas. C'est marrant, je sais pas dans quelle mesure elle influence, la relation que j'ai avec mon frère influence mon écriture et vice versa. Heu parce que c'est toujours douloureux quand même de décoffrer, un texte, autour de la pathologie de mon frère et de ces notions-là, de santé mentale. Le morceau Scanner, ça a été on en parlait Mmh. tout à l'heure en off et je disais que c'était vraiment quelque chose qui avait mis du temps à mûrir en moi et que j'avais eu du mal à décoffrer et que j'ai écrit avec des larmes libératrices, tu vois? Et ça a été très compulsif. Quand je l'ai écrit, c'était latent, c'était un truc que j'avais en tête depuis, longtemps. Je voulais écrire, sur ça, mais je voulais en même temps être, pudique pour respecter la discrétion, la tranquillité de mon frère et lui sa nature quoi, très discrète, mais il fallait en même temps que je pose des mots, précis et justes et pesés quoi sur, ses symptômes, sur le moment où il rentre à la maison transformé, heu, sur les premières expériences avec l'HP. Hem, donc c'est pas rien tout ce que ça brasse en nous et en moi à ce moment-là et voilà donc j'y retourne très peu. Je trouve le livre, plus solaire que, ce que je peux faire en musique en général et autour de morceaux très intimes comme Scanner. Ouais. Hem, mais parce qu'il y a pas non plus que de alors après je vais pas digresser trop longtemps, donc il y a pas que de la souffrance, tu vois? Il faut parler de la réalité de ce que vit une personne schizophrène, qui est quand même jalonnée d'épreuves et de solitude et de contraintes. Il y a aussi de grands moments de bonheur, suspendus, et l'écriture, en tout cas répare. Ouais, je trouve sur le plan moral, même si elle fait pas de miracle et qu'elle répare pas physiquement mon frangin, qu'elle nous répare pas physiquement, moralement, en tout cas, elle permet de poser des pansements et voilà Et puis de sortir quelque chose, comme tu dis, à un moment, il y a quelque chose qui germe ou qui bouillonne. Moi, je le sens comme ça après ouais, quand ouais. je te lis, enfin, quelque chose qui bouillonne en toi, puis c'est posé, quoi. Faut le poser quelque part. Ouais, il faut. Ouais, ouais, il faut, déjà pour, se lester d'un poids et puis maintenant j'ai conscience que ça peut faire du bien aussi, c'est marrant dans mon approche, l'approche que j'ai de mon travail et de l'écriture et de ce que je peux partager aux gens, ce que je peux proposer en tout cas à travers mes projets, c'est leur tendre aussi heu, leur filer ce pansement-là et
Et j'ai compris avec le livre et Thibaut aussi, mon petit frère Thibaut quoi, que ça avait fait du bien à beaucoup de gens autour et que ça dépassait le cadre de notre petite histoire de frangin et en ça a été hyper valorisant aussi pour lui, d'un coup de se sentir utile et par le biais de ses témoignages et puis de sa pathologie, tu vois? Qui était, jusqu'ici, quelque chose de vu comme une tare, Ouais. presque, tu vois? Là, d'un coup, et bah, c'était, voilà, grâce à son courage, le courage d'avoir osé témoigner, me poser des mots sur sa réalité, sur, ses difficultés, sur, hem Et puis dans le livre, je trouve, tu décris bien que ton frère, il a une hypersensibilité artistique aussi, hein. Il y a quelque chose de l'art qui est hyper important ouais, pour lui. il y a une exigence autour de l'écriture, c'est un littéraire, et ça, il me disait au début, je fais: «Mais comment tu veux écrire un bouquin, toi?» Et c'est vraiment vrai, quoi. Les premiers chapitres où j'ironise beaucoup, je relate les faits, quoi. Il me disait à l'époque: «Mais tu vas pas écrire un livre, tu es pas un auteur, arrête de tu t'improvises pas écrivain». Je disais: «Mais je veux pas m'improviser écrivain, je veux regarder mon écriture un peu rap, un peu Mmh. de l'urgence, un peu immédiate et tout pour, fabriquer». Puis en fait, ce qui l'a séduit, je pense que c'est le labyrinthe narratif que je lui propose de OK. construire. Je dis: «S'il faut dire aux gens et que j'essaie de leur expliquer ce qu'est ta schizophrénie ou ce qu'est une schizophrénie», je dis: «Viens, on mélange nos voix. Mmh. On mélange les tiennes, on met la mienne dessus et parfois je relate quelques-uns de ses voyages, de ses périples, heu, à la première personne, donc je me mets à sa place. Ouais. Lui me file des bribes d'infos et je construis autour de ça et je lui dis: «Mais voilà, si on doit essayer de vulgariser, pour le grand public, entre guillemets, ce qu'est la schizophrénie, viens, on les laisse se démerder avec plein de voix». OK. Et C'était ça le truc et je pense que ça l'a il trouvait ça fun et finalement ça f trouvait que ça avait du sens aussi, quoi. OK, OK. Ouais, c'est un truc, moi, que j'ai vachement perçu en te lisant, où des fois, le lecteur, tu sais plus qui Ouais, vraiment c'était parle, quoi. Ouais, volontaire ouais. d'essayer de perdre le lecteur dans ce labyrinthe-là, tu vois, narratif, et alors lui dire: «Voilà, bah, tu as peut-être un aperçu de ce qu'est la schizophrénie, bah, démerde-toi, avec les voix que tu entends, les voix que tu lis», tu vois? Essaie de faire le tri, quoi. OK. Dans Scanner, c'est une chanson, comme tu disais, qui est plus sombre, hein, qui est plus dure, où il y a des émotions de colère et de culpabilité qui sont vraiment présentes. À un moment, tu dis ça: «La chair de ma chair s'en est allée dans des régions trop sombres et je découvre ce putain de scanner qui parle de tes liaisons profondes. Impossible de vivre normalement, j'ai volé le sourire de la Joconde et je crois que plus rien sera jamais comme avant. Elle s'est envolée la colombe». A raison, la chair de ma chair s'en est allée dans des régions trop sombres. Et je découvre ce putain de scanner qui nous parle de tes lésions profondes. Impossible de vivre normalement. J'ai volé le sourire de la Joconde. Et je crois que plus rien ne sera jamais comme avant. Elle s'est envolée la colombe. En tant que soignant, il y a une étape pour nous qui est quand même assez marquante et qui l'est aussi pour la famille, c'est cette étape du diagnostic. Hem et on se préoccupe finalement assez peu de ce que ressentent les frères et sœurs dans cette étape-là. Est-ce que tu arriverais, pour des futurs soignants ou des soignants, à expliquer ce qu'un frère, il peut vivre à ce moment-là, en fait? Ouais, hier, la question a été posée, tu vois, lors du débat, de nos discussions et une personne qui demandait si c'était le diagnostic était vécu comme un coup de massue, comme une libération. Et moi, j'ai répondu, très, spontanément comme un coup de massue, mais c'est ma réponse de frangin. Je pense que pour ma mère et mes parents, ça a été aussi une libération pour poser un mot, un terme sur cette pathologie, pouvoir nommer cette Mmh. pathologie et c'était déjà le départ de quelque chose, heu, en vue d'un accompagnement, d'une rémission, de trouver les il fallait qu'on sache, moi, je l'ai vécu parce que, enfin, je l'ai vécu, c'est pas par le biais d'un médecin, c'était pas dans la bouche d'un médecin, c'est ma mère qui me Mmh. rapporte, cette information et je sais qu'assez rapidement, je vais chercher, à mon endroit, tu vois, une définition de la schizophrénie. Je tombe sur la fameuse définition, enfin, ça vient du grec et c'est l'esprit fendu, Mmh. quoi et je me dis: puis je sens, dans son comportement, ses comportements et son discours ou son absence de discours, dans son mutisme, qui dure, je me dis, il y a une transformation, il y a quelque chose qui va durer. Je vois bien que c'est pas une passe et qu'il va falloir qu'on se prépare à faire la guerre, pour le combat pendant longtemps, tu vois? Ouais.
Voilà comment je reçois le diagnostic quand ma mère me dit: «Bah, ton frère développe peut-être une schizophrénie, il va peut-être d'entrer dans une schizophrénie». Hem, Bah, ce qui est hyper intéressant dans ce que tu racontes, je trouve, c'est que en tant que soignant, alors nous, on est centré sur le malade, souvent sur la personne dont on pose le diagnostic. Parfois, on se préoccupe de comment la famille le vit, mais dans ce que tu décris, c'est que même à l'intérieur de la famille, les gens le vivent en fait peut-être très différemment. ouais, ouais, je suis pas parent Ouais. et la culpabilité est pas forcément la même, tu vois? Hem et puis les interrogations non plus et puis l'effet miroir n'est pas le même. Je veux dire, moi, avec mon frangin, on a 2 ans d'écart. Heu, mmh, je vais pas dire que c'est comme si on m'annonçait un truc, un diagnostic, on nous annonçait un diagnostic commun, mais il y a quelque chose Mmh. de tu vois, de tu te dis, tu as très, très peur d'un coup pour ton frangin parce que c'est la grande inconnue. Tu sais pas, comment il va falloir l'accompagner. Tu sais pas aussi s'il y a, possibilité de rémission à un moment. Tu sais rien et juste tu sais que tu y associes forcément un côté mortifère et tu te dis: «Waouh, on parle d'HP là, on parle d'aller, le sédater dans des hôpitaux psychiatriques», et tu vois, on en reparlait tout à Mmh. l'heure aussi, mais moi j'ai des réminiscences tout de suite de, tu sais, de vol au-dessus d'un nid de coucou, j'ai plein de trucs qui popent dans ma tête et je me dis: «Il va pas quand même se mettre cette réalité-là», tu Mmh. vois? Et comment on va la vivre nous et comment moi je vais la vivre et je sais déjà, je pressens que, va y avoir une cassure, et c'est déjà à l'annonce du diagnostic, c'est marrant, mais en fait, déjà à l'annonce du diagnostic, on sait que la famille prend un virage, un on franchit un point de non-retour, Ouais. là, à ce moment-là et que ça va modifier, ça va, chambouler, modifier la figure de cette famille-là, ça va le ouais, c'est quand même vertigineux, l'annonce de ce diagnostic-là, Et quoi. tu penses que les soignants, à ce moment-là, auraient pu faire quelque chose? Ou toi, tu aurais été en demande de quelque chose Ouais, à ce moment-là? aujourd'hui, quand on en Pourquoi? parle et hier, quand on en parle, je me dis que c'est génial de pouvoir inclure, être inclusif, à ce Mmh. point, tu vois? Inclure les fratries dans la compréhension de cette pathologie-là, la pathologie d'un proche, et je te parlais de la famille comme d'un socle et d'un sanctuaire, un repère autour du malade. C'est fondamental. C'est un des premiers trucs que ma mère m'a dit, c'est: «Faut vraiment qu'on fasse corps autour de Thibaut, jusqu'à ce qu'on trouve, la bonne molécule, le bon traitement, le bon médecin psychiatre, qui soit dans la bonne dynamique», sauf que la famille résiste pas tout le temps à ça et la nôtre a implosé de l'intérieur, en quelques années, tu vois? Et je veux pas nier que c'est lié à la réalité de mon frangin à ce moment-là, tu vois? Mes parents sont en grande culpabilité, je pense qu'ils comprennent pas trop ce qu'ils ont foiré. En même temps, ma mère a pas le temps de réfléchir parce qu'elle court partout, il y a des réponses où il y a de Mmh. l'urgence et c'est, au jour le jour et ça va durer des années au jour le jour où il va falloir composer en temps réel avec, Thibaut et l'intensité de ces symptômes, tu vois? Qui varient, tous les jours, mais qui sont quand même très installés, très et puis, qui l'envahissent énormément les premières années, quoi. Mais tu franchis un point de retour assez immédiatement et tu dis: «OK, ma vie va changer avec la sienne», Ouais, tu vois? tu te dis ça en tant que frère. Ouais, en tant que frère, c'est ma vie va changer avec la sienne C'est pas que son histoire à lui, quoi, en fait. non, Il y a un truc qui inclut tout le monde. puis tu vois, je te disais le côté le paradoxe aussi de la chose, c'est que d'un coup, ça nous rapproche. Ouais. Tu vois? À un âge où on n'était pas forcément, on a 20 piges tous les 2, il a 19, j'en Mmh. ai 21. On on n'est pas spécialement à cet âge-là, liés, on a nos bandes de potes, on est dans des réalités différentes, on se croise peu à la maison, on n'est pas, on s'entend quoi, Mmh. cordialement, tu vois? On a été très, très liés, comme je le raconte dans le livre, toute notre enfance et jusqu'à, le début de l'adolescence, quoi. Mais là, on sort de l'adolescence et on n'est pas forcément, si proches et cette nouvelle réalité qui nous explose à la figure, va changer ça. Ouais. Ça veut dire qu'on va se rapprocher l'un et l'autre et qu'on va se serrer les coudes et ça va redonner le paradoxe est là, un allant et de l'élan à notre relation de frangin, tu vois? OK. Ouais, c'est intéressant cette, ouais, comme tu dis, ce côté paradoxal, hein. À la fois, la souffrance, y a La elle souffrance qui rapproche, éloigne, ouais. mais d'un côté, elle Ouais, rapproche ouais. aussi. Ouais. Bon, mais voilà, tout dépend de ce que tu en fais et cette réalité, soit tu la confrontes, soit tu Mmh. te mets des œillères. Il y a Mmh. pas d'autre alternative et tu vois, j'ai suffisamment observé ça à l'hôpital, chez les familles de patients ou, dans l'entourage de Thibaut à l'hôpital, les copains qui se faisaient et tout et je me disais: «Il y a vraiment des gamins livrés à eux-mêmes, Mmh. dont les parents n'ont ni les outils, ou ni la force, l'énergie pour, confronter ça». Hem, En tout cas chez nous,
Bon, il a fallu qu'on se rassemble, Ouais. et voilà, il y avait pas d'autre option possible, quoi. OK. Ah, les jeunes soignants, souvent qui s'orientent vers les soins en santé mentale, en psychiatrie, ils commencent leur carrière à l'hôpital. C'est vraiment le lieu de début de carrière souvent et toi, tu as une vision, que tu décris hyper bien dans Scanner, tu dis ça, tu dis: «Dans ces hôpitaux que la javel embaume, tu déambules dans les couloirs comme un fantôme, des chambres sordides en chambres sordides. Ton esprit renferme un coffre fort vide. J'en fais des cauchemars, ils me tordent l'âme, réveillé la nuit par mes propres larmes. Mais qu'est-ce que je peux faire à part fixer le plafond, pleurer en silence et demander pardon?» Ouais, c'est sans espoir. Mais C'est anxiogène. Dans ces hôpitaux que la javel embaume, tu déambules dans les couloirs comme un fantôme. Des chambres sordides en chambres sordides. Ton esprit renferme un coffre fort vide. J'en fais des cauchemars, ils me tordent l'âme. Réveillé la nuit par mes propres larmes. Mais qu'est-ce que je peux faire à part fixer le plafond, pleurer en silence et demander pardon? Tu l'as lu, parce que c'est marrant de s'entendre lire ce truc, son texte écrit il y a longtemps, tu vois? Ça me fait toujours, le même pincement, quoi. Parce que c'est réel tout ça, c'est vraiment, comme je te disais, Scanner, c'est d'abord des sensations et des images de ce que j'ai vécu, des mots, des images sur lesquelles je pose des mots. Tandis que je suis réveillé la nuit par mes propres larmes, à l'époque, vraiment, c'est ma chérie de l'époque qui me le rappelle, qui me le signifie. Je m'en rappelle pas, tu vois? La nuit, je me réveille, je suis dans ses bras, je fonds en larmes et je lui dis: Pourquoi c'est lui et pas moi?» Tu vois? Il y a ce truc, le syndrome du survivant qui pointe à l'horizon, qui naît, tu vois? Et qui va m'accompagner après, de longues années, mais du coup, je t'ai pas laissé poser ta question. non, non, Pourquoi je réagissais au texte? c'était ça l'idée, c'était vraiment déjà la première question, c'est justement qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là où tu découvres cet univers hospitalier que tu décris quand même comme particulièrement déshumanisé, Austère. austère, enfin Alors pas tout à fait, le 1er hôpital par lequel il passe, c'est un HP, dans la plus pure tradition des asiles, pour fous. J'ai vraiment le sentiment d'être dans un bâtiment, un truc archaïque, heu, ouais, et complètement éteint de l'intérieur et javélisé, comme je le dis, dans les comportements, et même du corps médical. Il y a tout un truc, compartimenté. On fout les malades d'un côté et je vais le chercher. Ça dure pas longtemps au début, c'est vraiment de l'HP à la dure, quoi, mais les rares moments où je vais le chercher, où je l'emmène, c'est un crève-cœur à chaque fois de le laisser là-bas ou de et puis justement, je pense que c'est pas qu'un crève-cœur seulement pour moi. Ma mère aussi supporte pas l'environnement dans lequel il est censé être soigné et puis c'est pas un lieu de soins, quoi. ouais, toi C'est un lieu de sédation pour moi, un lieu où on shoot les gens et voilà, on les fout à l'écart. L'HP, il était, je te disais, il était loin du centre-ville, il est, tout est sordide, quoi, là-dedans et du coup, ma mère trouve ce fameux centre de thérapeutique, dans le sud de la France, à côté de Montpellier, Saint-Martin-de-Vigneauboul. Hem, alors c'est pas non plus un lieu de soins, on est sur un truc un peu alternatif, un lieu où on leur file leur traitement, mais on voilà, une ouverture, et c'est en pleine nature, c'est au milieu des pins, des champs, ils peuvent sortir librement. Enfin, il y a déjà une ouverture vers l'extérieur et on les fout pas entre 4 murs et à l'abri des regards, tu vois? Là, il y a quand même une ouverture même sur la ville dans laquelle ils sont quand même beaucoup plus autonomes. On leur propose des activités, après voilà, c'est de l'occupation quand tu es mal à ce point. C'est difficile d'aller participer à un atelier poterie, un truc machin, mais il y a quelque chose d'inclusif où tu es avec les autres et puis là, pour le coup, les médecins, les aides-soignants, on sont plus dans la même démarche, tu vois? Ils sont un peu plus proches des malades et c'est moi chacun dans son coin, quoi. Mais bon, à chaque fois que j'y vais, de toute façon, ça reste un crève-cœur et ça reste, l'hôpital. Ouais. Quel que soit le décor environnant, ça reste l'hôpital et des fois, je vais le récupérer, ouais, il est sur son plumard, dans une chambre d'hosto, sur un lit d'hosto, tu vois? Genre la réalité, elle est là, quoi et Mais toi, ce que tu perçois des soignants, c'est que enfin, tu décris la différence, c'est la proximité qu'ils ont avec ouais. les personnes qui sont hospitalisées et puis ce qu'ils proposent en termes de vie commune. C'est-à-dire, je partage une activité commune, un moment commun, enfin voilà. Après encore une fois, je veux pas faire de clichés, je me garde,
je m'en défends parce que je sais à quel point c'est des métiers durs, tu vois? Et qu'il faut aussi s'adapter, s'ajuster au rythme des uns et des autres. On parle de gens, sédatés, sous antipsychotiques, généralement, un rythme très lent, mais il y a c'est plus l'aspect punitif, moi, qui me faisait chier. C'était, de devoir aller réclamer pour avoir une cigarette, tu vois? Prendre un café. Enfin, je parlais d'autonomie, je vais mesurer mon propos, tu en semi-autonomie. Il faut demander la permission d'eux pour, des petites libertés individuelles, quoi. C'est plus ce côté-là et après le côté compartimenté, les aides-soignants d'un côté, les malades de l'autre, ouais, je l'ai déjà vu et ça, c'est un truc qui, quand des témoins de ça révoltent et j'ai vu ma mère partir en sucette sur aller foutre, enfin, elle est allée rentrer dans des bureaux et dire: «Vous allez vous bouger maintenant, vous allez vous bouger, il y a mon fils qui est sur son lit en souffrance, machin, et puis c'est pas le seul». Bon, Ouais, des fois voilà quoi, l'impression de Bah, moi, j'ai vécu ça aussi en tant que soignant, tu vois? Et puis c'est ce qu'on essaye aussi de transmettre aux étudiants ici, cette idée que le soin, c'est pas, que garantir la sécurité d'un environnement de soins et donner des traitements et qu'il y a toute une dynamique dans le soin psychique qui est d'aller vers l'autre qui participe à la rémission, au bien-être, en tout cas, au mieux-être des patients, tu vois? C'est sûr. et puis ce que tu dis du cadre, moi, ça me parle aussi beaucoup, tu vois? On travaille beaucoup sur ces notions de cadre thérapeutique. Effectivement, on est beaucoup vers le rétablissement et l'autonomie, mais comment veux-tu rendre quelqu'un autonome quand en fait tout est géré dans sa vie par les soignants? De la moindre du droit d'aller fumer une clope, presque au droit de s'habiller et enfin voilà. Ouais, il y a un truc très infantilisant là-dedans et ouais, qui favorise absolument pas l'autonomie et la rémission et quand je parle de rémission, c'est une rémission à des degrés différents. On parle pas de guérison, on parle De rétablissement. de rétablissement. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. Hem, quelque chose que tu dis encore dans Scanner, c'est: «Si je te rejette, c'est que je me sens désœuvré, l'impuissance me pousse à mettre des œillères. Réaction de lâche, je suis désolé que tu puisses à peine compter sur ton seul frère. Et puis plus tes crises de folie prennent de l'ampleur, plus tes silences sont des larmes qu'on m'enfonce dans le cœur. Mes chocs émotionnels dans l'ascenseur, les 2 mains sur les oreilles quand maman pleure. Et personne comprend pourquoi je suis blessé, pourquoi j'ai la gueule d'un avis de décès. Les souvenirs me hantent, je me revois gamin, 2 frères soudés comme les 2 doigts de la main.» Si je te rejette, c'est que je me sens désœuvré. L'impuissance me pousse à mettre des œillères. Réaction de lâche, je suis désolé que tu puisses à peine compter sur ton seul frère. Et plus tes crises de folie prennent de l'ampleur, plus tes silences sont des lames qu'on m'enfonce dans le cœur. Mes chocs émotionnels dans l'ascenseur, les 2 mains sur les oreilles quand maman pleure. Et personne comprend pourquoi je suis blessé, pourquoi j'ai la gueule d'un avis de décès. Les souvenirs me hantent, je nous revois gamin, 2 frères soudés comme les 2 doigts de la main. Et à mon avis, il y a beaucoup de soignants, qui ont du mal à comprendre l'ambivalence que tu décris là, dans les vécus des familles et encore plus des frères et sœurs. C'est-à-dire, d'un côté, tu décris bien ce côté: «Je me mets des œillères, j'ai pas envie de voir cette souffrance» et d'un côté, cette souffrance, elle me traverse et j'ai pas le choix qu'elle me traverse, en fait. Comment, dans ton expérience, les soignants, ils pourraient accompagner un frère qui traverse cette ambivalence-là? Je m'imagine un cas hyper concret, tu vois? Tu as un frère qui arrive à l'hôpital, tu le vois dans ce truc-là, en soignant, qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider en tant que soignant? Attendez, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, toi? Lui écouter la chanson. Peut-être. Je sais pas, ouais, j'ai pas la réponse à ça, je sais pas, Qu'est-ce qui aurait pu t'aider, toi, en fait, à bah, ce moment-là? confronter, voilà, me poser des mots sur tout ça, pour, éviter tu vois, d'en faire des tabous, des fantasmes, des idées fausses surtout, tu vois? Genre, hem, expliquer, essayer de tenter d'expliquer la réalité de ce que vit ton frangin à ce moment-là, tu vois? C'est ça, je pense, moi j'aurais, alors c'est ce que faisait ma mère aussi, hein, c'est ce qu'elle fait toujours aujourd'hui. Elle continue de m'expliquer certains de ses comportements, et puis au niveau du rythme, de son rythme de vie, tu vois? Il y a plein de choses qu'elle m'explique, qu'elle me vulgarise, mais ouais, j'aurais peut-être aimé, qu'on m'explique, qu'on me dise la vérité, quoi, qu'on me dise que ça risque de durer, que ça va sûrement durer même toute sa vie, ou toute la mienne aussi. Heu, commencer, voilà, par casser ne pas faire naître de faux espoirs et d'essayer d'être dans le vrai, tu vois? Essayer d'être dans le moi, j'avais besoin de ça, en tout cas, de savoir,
à quelle pathologie il avait affaire et combien de temps ça allait durer et comment j'allais pouvoir, me greffer, m'impliquer dans son accompagnement. Et en fait, je me suis rendu compte que je me suis fait mes armes aussi vachement tout seul, quoi. Ça a été, un accompagnement en présence les premières années. Mmh. On échangeait très peu, il était pas dans le dialogue, je pense qu'il était pas en mesure même de dialoguer, de verbaliser poser des mots sur ce qu'il ressentait, ce qui lui arrivait. C'était trop mental, il était trop dans son monde intérieur et donc j'étais là en présence, heu et ça m'a permis de alors j'ai évidemment, tu te prends des principes de réalité terribles et des comportements qui, toi, te foutent en état de choc et puis parce que là, on parle de métamorphose, là, on parle d'un truc que tu as jamais vu, humainement, c'est particulier et puis quand tu connais la personne par cœur en face, que tu l'as vu grandir, que tu l'as protégé, que il y a tout un truc, de changement de paradigme, total et ça, il m'a fallu quand même du temps parce que je guettais du coin de l'œil quand on allait au ciné, quand on passait un moment ensemble. Il a Les premières années, il avait pas besoin de moi, quoi. C'est-à-dire qu'il était avec ses entités, Ouais. et que c'était très secondaire, mais j'étais aussi très silencieux dans l'observation et c'était le but, c'était qu'il se sente, en même temps, j'ai jamais eu la réponse, qu'il se sentait pas moins seul ou Mmh. avec moi, tu vois? En tout cas, ouais, je pense que j'ai aussi gagné sa confiance comme ça et que ça m'a permis d'avoir accès à, plus tard, quand il était en mesure m'expliquer son monde intérieur, tu vois? Mais ce Mais que je la confrontation, je pense qu'il faut confronter en tout cas, ouais, ouais, de toute façon, on sait que c'est dur, ouais. que ça va l'être et il faut en être conscient. Il faut en être conscient, pardon, que ça va être dur et qu'il va falloir, si tant est que le frangin veuille s'impliquer, moi ça a été mon cas, Ouais. heu, voilà, qu'on me dise, que voilà, je il y aurait que je pourrais y laisser des plumes émotionnellement, c'est intense et ça use. Ça peut aussi foutre en l'air la relation parce que de guerre lasse, tu peux aussi, tout envoyer Mmh. voler et dire, en fait ça empiète trop sur ma vie, sur mon mais c'est vrai que Mmh. ça bouleverse. Moi je faisais des allers-retours pour aller dans le sud, que je remontais à Paris après chez moi, j'étais laminé pendant 2 semaines et je quittais pas le canap', tu vois? Hem, Moi, ce que j'entends, c'est que d'un côté, il y aurait eu certainement un espace où on aurait pu te laisser, ne serait-ce que dire ce que tu ressentais déjà. oui, mais alors si on doit être pragmatique, bien sûr, déjà ouais, pouvoir, s'exprimer là-dessus, Ouais. ouais, ouais, bien sûr. Et puis un autre côté où ce que tu dis, c'est que toi, en fait, tu as dû toi-même être beaucoup dans Mmh, l'observation, dans la déduction. ouais. Donc peut-être les soignants, ils auraient pu te faire gagner peut-être un peu de temps en expliquant deux trois trucs, nommer ce que c'est qu'une schizophrénie. Enfin, bah, tu penses que ça aurait pu te faire Ouais, ouais, gagner du temps complètement. et Mais de complètement, ouais. tu raison, avoir, une écoute, ouais, attentive et puis des explications. Ouais. Ouais, ouais, bien sûr. Mais tu as raison, ça, le truc passe d'abord par libérer tu vois, la parole. Il y a une Ouais. un peu cathartique, quoi. Vider son sac, d'incompréhension, de colère, et puis de questionnement, plus pragmatique sur comment l'accompagner, ouais. Mais tu as raison, ça c'est, fondamental. Je pense que ça commence par là. Ouais. Et dans On aboie en silence, hem, je trouve que je sais pas si tu l'as écrit comme ça, mais tu quittes un peu la posture de colère et Ouais, ce ouais, début de complètement. trouble et tu écris quelque chose, d'hyper fin qui il y a que les personnes qui ont vécu ces symptômes-là qui arrivent à l'écrire comme ça. Tu écris ça, tu dis ça: «Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure, j'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui rend sourd? Quand c'est le bordel, on aboie en silence». Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. J'aimerais tant combler ce vide immense. Comment faire taire ce bruit qui ressort quand c'est le bordel que t'aboies en silence. Dans ce titre, il y a vraiment une manière hyper fine de décrire le vécu hallucinatoire de ton frère, hein. C'est toi, tu nommes, enfin, ces entités, Mmh. heu et ce monde interne qui a pour objectif de combler un vide. Tu le décris comme ça. Ça, c'est un truc, souvent les étudiants, ils ont du mal à appréhender ça parce qu'ils l'ont jamais vécu Ouais. avec quelqu'un. Hem, Comment toi t'expliques ces symptômes-là? Comment tu les perçois en tant que frère? Et comment peut-être il y a une évolution dans ta compréhension de ces symptômes? Pourquoi ils sont là? Ouais, Quoi ouais. ils servent? Enfin voilà. Au début, je comprends, et puis c'est vraiment, c'est ce que je t'expliquais juste avant, quoi. C'est en gagnant sa confiance et c'est au gré
nos entrevues et des moments qu'on passe ensemble. On fait, pas mal de voyages, pour remettre du mouvement, dans son marasme, parce que tout est mental, hein. Et en même temps, c'est pas vrai, les premières années, il est en furie, donc il est en mouvement partout, il va dans tous les sens, quoi. Mais je comprends qu'il y a pas qu'une seule voix, qu'il n'entend pas une seule voix, qu'il voit pas qu'une seule entité, qu'on parle d'un monde, intérieur très complexe, avec je pense des entités qu'il nomme. Hem Et puis je comprends, avec le temps qu'il est hyper attaché à ces voix-là. Heu, dans la manifestation physique, c'est flippant, c'est dérangeant, en tout cas. Mais dans ce que j'en comprends et pour lui et de comment, heu, c'est que je comprends que d'un coup, s'est construit tout un monde intérieur, qu'il a balisé pour, je sais pas, en refus peut-être. Alors il y a la maladie, chimique, et puis il y a ce refus quand même qui est depuis toujours chez lui de la normalité, des normes, des cadres, de l'école, de l'autorité, et je me dis: «OK, il se fabrique tu vois, une réalité alternative, une substitution de réalité», et c'est très important pour lui, et c'est l'hypothèse que j'émets dans le bouquin. C'est je me demande s'il a pas passé un pacte avec ces fameuses voix qui lui empêchent d'en parler, qui lui interdisent d'en parler, à une tierce personne. Son psy, à moi, petit à petit, il va quand même me le dire ça. Il me dit: «Mais je peux pas trop en parler parce que elles vont», en gros, si je devais, résumer le truc, vulgairement, parce qu'elles vont pas être contentes, parce que, et puis tu as des voix qui lui, des fois, indiquent de faire de la merde, tu vois? Et donc il se bagarre contre, ses pulsions. Les premières années, c'est ça, et il y a des moments de colère, des moments de fatigue, et absolument, enfin, tu vois, il a des circonstances exténuantes, je dirais, C'est mon épuisant. frangin, tu vois? C'est épuisant, et il m'explique un jour, il me dit: «C'est écoute, c'est pas compliqué, c'est comme si tu te levais le matin et qu'on te collait un casque sur les oreilles audio, qu'on foutait le volume à fond jusqu'à ce que tu prennes ton antipsychotique le soir pour un peu tempérer, le volume, tu vois? Et pouvoir essayer de dormir un peu». Mais bien sûr, là, quelle fatigue, et en ça, je le trouve, une force de résilience complètement folle, Courage. ouais, ouais, ouais. Il a toujours eu ça. Et une hyper empathie en plus, même au climax de ses symptômes, tu vois? Il est quand même toujours, concerné par les autres malgré tout, même c'est très à l'intérieur. Il est quand même toujours, quand moi j'allais mal, je pense qu'il m'a vachement plus épaulé, soutenu et relevé que l'inverse. Ouais. Ce qui est fou, doublement plus, moi je trouve ça encore plus fou, quoi. Mais ouais, non, je l'évolution de ces symptômes, quoi, tu vois? Ce truc où je me dis: «OK, il est très attaché, mais comment faire pour le ramener aussi?» Parce que j'ai peur qu'à un moment tu sais, c'est comme, Jean-Marc Barr, dans Le Grand Bleu. Ouais. À la fin, il rejoint il rejoint ses fantômes, il rejoint ses démons, Il veut rester au fond, il embrasse, tu vois? Il veut rester au fond, c'est sa famille, il veut retrouver sa famille. Sa norme à lui, se trouve là-bas, tu vois? C'est un film que je trouve magnifique, et notamment pour ça, et souvent je fais cette analogie, ouais. me vient en tête quand je pense à Thibaut. C'est qu'à un moment donné, c'est le chant des sirènes aussi, quoi, et je Mmh. me dis, quand il fera complètement corps avec ça, est-ce qu'on pourra le ramener? Est-ce qu'on pourra le ou est-ce qu'il faudra, ça, c'est un truc qui m'a fait peur pendant des années, parce qu'il marchait sur une très fine ligne, tout le temps, et je l'ai vu faire des dingueries. Quand on se barrait, parce que, pour moi, dans mon esprit, créer du mouvement, s'en aller, c'était laisser nos problèmes derrière nous, et c'est pas vrai, quoi. J'entends mon frangin avec sa folie, partout où on allait, et je me rappelle d'un soir dans Barcelone où je le perds de vue et je le retrouve à 4 heures du mat, sorti d'un bar, avec son écharpe, en train de faire des espèces de chasser des démons, des trucs de manière frénétique. Puis il me voit, il me fait: «Ah, mon frère!» Et puis d'un coup, il redevient, Ouais. il se dit: «OK, là, je vais redevenir un peu normal, Ouais. parce que c'est mon frangin». Donc tu vois, il y a toujours une part de conscience aussi je suis dans une réalité, alternative, au milieu des gens. Il en avait quand même conscience, tu vois? Mais bon, c'est tout est les premières années, il faut être quand même, on n'est pas préparé à ça, et moi, j'ai souhaité confronter Mmh. sa réalité. Il a accepté que je sois observateur et que je m'installe aux premières loges. Heu, Ça se passe pas tout le temps comme ça dans toutes les fratries, toutes les familles, je suppose, tu vois? Il faut, déjà un lien fort, entre frangins, et puis, moi, j'ai compris qu'il fallait que je me fasse accepter Ouais, dans sa nouvelle réalité. mais enfin, ce que tu dis, moi, ça me fait déjà, c'est hyper touchant parce que ce travail, tu l'as fait tout seul et moi, tu vois, dans ma posture de soignant,
bah, j'ai été formé à ça, mais en fait, ça fait vachement écho parce que c'est un peu pareil. Mmh. Je me questionne tout le temps sur jusqu'où on doit soulager la personne de ces symptômes auxquels finalement elle tient, voire qui sont constitutifs de Oh, ouais. sa personnalité, et on est toujours dans ce dilemme-là. Et toi, tu as fait tout ce travail-là seul, pas avec Pas une seul, avec équipe, lui, hein. Enfin, non, mais tu ouais, vois? en tout cas sans soutien externe, je veux Non, dire, sans soutien externe, mais enfin, ce travail, si on entre guillemets, m'a été permis parce qu'il l'a bien voulu, tu vois? Mais ouais, ouais, mais comme on expliquait hier lors de la discussion, pour les parents, c'est pareil, tu vois? Ma maman, au début, elle part à la pêche aux informations. Il y a pas un médecin pour lui dire, «OK, vous avez des associations de famille, comme l'UNAFAM ou Pro-Famille chez vous». Rien, tu vois? C'est-à-dire qu'elle va chercher, puis c'est une autre génération, donc c'est pas quelqu'un du net. Elle va pas tu vois, trouver 1000 réponses, donc elle part physiquement, elle se met en route, elle va rencontrer des familles, elle trouve il y a son job aussi, je pense qu'elle connecte avec des gens, puis des médecins, et puis les médecins sont pas tous, achetés, c'est juste qu'ils sont très, le souvenir que j'en ai de cette époque, c'est que le discours est flou, tu vois? Il est très, on sait pas trop. On émet l'hypothèse d'une schizophrénie, mais on n'affirme pas, tu vois? ouais. Hem, Ouais, et vous auriez eu besoin de plus de guidance, en tout cas à ce ouais, mais je moment-là. pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'outils, que la parole, c'est quand même vachement je trouve que j'ai le sentiment, et c'est peut-être un sentiment naïf ou faux, qu'aujourd'hui on a moins de réticence à nommer sa pathologie, tu Mmh. vois? Et je pense, en tout cas dans la sphère, publique, et je dis pas que je suis un précurseur de ça et tout, tu vois? Mais, on me disait à l'époque quand je prenais la parole, on me disait: «C'est marrant parce que les personnalités, entre ne refusent de le faire». Je participais à des trucs, des événements, le Psychodon, à un moment, je participe à ça, et c'est l'équivalent d'un téléthon pour les maladies psy, et le parrain, c'est Yannick Noah, et il commence à prendre la parole, mais on me dit que ça fait des années qu'il hésite et ce que je peux comprendre, c'est on parle il y a une pudeur, et puis on parle d'une intimité, difficile. C'est difficile de moi, j'ai pas trop de filtre par rapport à ça. Toujours refusé de m'en mettre parce que je trouvais ça contre-productif, qu'il fallait expliquer texto, clairement ce que pouvait ressentir l'entourage, un frère, ou un parent, et ce que vivait notre proche, tu vois? La réalité dans la sans, comment dire? Ouais, sans édulcorer. Ouais, sans se mettre de censure ou de frein Aucune. ou Non, non, aucune. C'est déjà des maladies tellement tabous, que si en plus nos comportements, nous, on commence à, tu vois, être sur la retenue, à pas moi, je pense que c'est vraiment contre-productif, et c'est pour ça que j'ai souhaité me faire mes armes, et c'est aussi pour ça que j'ai tenu toutes ces années, tu vois? Je suis revenu des enfers parfois avec mon frangin, mais je me disais, il y aura une finalité plus heureuse à tout ça, quoi. ouais, puis il faut en faire quelque chose. Et puis il faut en faire quelque chose, ouais, ouais, bien sûr. D'ailleurs, tu conclus ton morceau, «On aboie en silence», par ce bout-là. «Et si nos 2 cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots, juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau». Et si nos deux cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots, juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau. Pour moi, c'est une conclusion, hyper touchante parce que je trouve dans cette conclusion, on sent un certain apaisement et puis ce truc d'être dans le moment avec ton frère et plus trop justement dans ces questions de diagnostic, pas de diagnostic. Ouais, Non, complètement. je suis assis à Ouais, côté, quoi. mais bien sûr, mais c'est vrai, encore une fois, c'est ce que je te disais hier, j'ai toujours refusé de ne le réduire plus qu'à ses symptômes, et j'avais très peur, que la maladie, et que ce qu'on disait mon entourage, ce qu'on lui répétait, ce qu'on lui donnait à voir de sa maladie, tu vois? Et de lui. Moi, j'avais peur que ça dénature notre relation de frangin, et notre statut de frère, quoi, et ce lien, Mmh. à part. Donc tu vois, c'est dans le texte, quoi, c'est m'asseoir à tes côtés au bord de l'eau, j'étais là en présence, et ça suffisait des fois, tu vois? Mmh. Qu'on se raconte nos histoires, et qu'on soit juste, et donc puis on a engrangé du temps de passer ensemble, et le paradoxe, c'est que cette maladie, sa maladie nous a rapprochés, qu'on a développé une relation de frangin à partir de ça. Ça a été un point de départ aussi, cette maladie, Mmh. pour nous 2. Hem Mais on a commencé à développer une relation magnifique, et on a voyagé, et on a vécu des moments suspendus, des moments fous,
de beauté, et puis d'accalmie aussi, quoi. Et il n'était pas question de parler de maladie, c'était traitement, c'était quand je faisais des rappels parfois, je pense, mais j'ai jamais été ni paternalisant, ni là-dedans, ni dans la. J'étais dans l'acceptation de sa réalité qui était désarticulée, qui était hors sol, qui était pendant de nombreuses années sans prise de traitement parce que phénomène d'insight fort aussi, parce que refus de qui est très attaché à ses voix, tu vois? Donc j'ai accepté ça, j'ai accepté sa folie au sens large du terme et d'être confronté à sa folie, d'être observateur de ça en me disant, heu: «Moi là-dedans, je suis son frangin. Je suis pas son médecin, je suis pas son père, je suis pas sa mère, je suis son frangin, je suis son ami». Et voilà, et je voudrais qu'il ait cette béquille-là en cas de besoin, que je sois cette béquille en cas de besoin, mais comme il a toujours été lui, ma béquille, quand j'en avais besoin. Je le dis dans le bouquin, je raconte notre voyage au Maroc, heu, où moi, il m'arrive un truc pendant notre périple là-bas et c'est lui qui me ramasse à la petite cuillère, alors que son idée, c'est d'aller dans le désert. À ce moment-là, on est à Ouarzazate et que lui se casse, avec des mecs dans le désert et qu'il va revenir plusieurs jours plus tard, mais voilà, il me laisse moi, à un moment où je suis pas bien, je dis: «Je peux pas continuer avec toi», et je me dis: «Lui, il part chasser ses fantômes, dans le désert et moi je reste avec mes démons ici». Il y a un truc quand même, tu vois, où, il m'a fait du bien à ce moment-là, tu vois? J'avais besoin de il a été là. Bref, tout ça pour dire je digresse dans tous les. Non, non, c'est ce que tu dis, enfin, moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est qu'il y a un moment, quand tu es confronté à des personnes que tu aimes, qui elles-mêmes ont leurs propres démons, leurs propres souffrances, en fait, ça fait écho aussi à notre souffrance à chacun et à ce qu'on vit de nos anxiétés, de nos préoccupations, notre culpabilité et que ça, quelque part, dans un système de frangin, ça se répond. Mmh. Enfin, c'est comme Tout ça, Ouais, en permanence. ouais. Ouais, ouais, quand il y a du lien, ouais, ouais, ça se répond en permanence. Il y a ce truc de se tirer vers l'autre quand on peut, de se porter secours quand il faut, de se foutre la paix aussi quand C'est ça, j'allais dire, besoin. des fois de s'éloigner aussi quand Ouais, il ouais, faut, complètement, la distance, mais ça, c'est pareil, c'est un truc, mutuellement, on se renifle et on sait, mais nous, on a vraiment été quand même dans ce truc, cette compréhension sans avoir besoin de se dire les choses, quoi. Le langage du corps, le fait de se connaître, c'est dans les yeux, c'est tu vois, je sais qu'il faut que je lui foute la paix à ce moment-là et que s'il a envie de parler, il viendra me chercher quand il voudra, et j'ai passé de longs séjours chez lui, sur même parfois des plus courts, d'été de 3-4 jours où, on ne parlait qu'à la fin. Mmh. Ou des fois, je me pointais, je prenais le train, je descendais dans le sud, il m'ouvrait pas la porte. OK. Donc je me repliais chez ma mère et je me disais: «Bon, il sait que je suis là, 1 semaine». Mmh. Puis des fois, il me donnait pas de news, quoi, et je repartais, je l'avais pas vu. OK. Tu vois? C'était aussi ça, Mmh. et tu repartais avec cette espèce de sentiment d'échec où tu te dis: «Merde, il doit être dans le mal et là, je peux rien pour lui parce qu'il refuse même de m'ouvrir sa porte». Et puis parfois, c'est lui qui venait me chercher, qui prenait le train, qui venait à Paris et qui me disait: «Allez viens, on se bouge, on va faire des piques». On va faire des expos parce qu'il a balisé son séjour, qu'il est motivé, qu'il a plein d'envie, qu'il déborde d'envie. C'était tout ça, quoi. Ouais et puis, bah, c'est la conclusion, quoi. S'asseoir en silence au bord de l'eau, moi, je lis ça comme, ce que Il tu y a de décris l'apaisement, là. comme tu Ouais dis. et puis laisser les opportunités saisir les opportunités qui se présentent, laisser la porte ouverte aux opportunités. Et puis, cette conclusion, elle raconte aussi qu'à un moment donné, on arrête de se disperser, de s'éparpiller, de voyager partout, tu vois? Parce que c'est beaucoup ça, ce que je raconte dans le bouquin, et c'est beaucoup ça notre histoire. C'est les fuites en avant, les voyages et les fuites en avant dans l'idée de laisser nos problèmes derrière, ses problèmes derrière, les nôtres, tu vois? Il y a un moment où on est fatigué de ça, mais pas comme un aveu d'échec. Comme on a fait le tour de la question. Et puis finalement, les symptômes se tassent aussi un peu, et voilà ce qui crée de l'apaisement, et aujourd'hui, il a 40 piges, et je le trouve, c'est fou parce que c'était quand même quelque chose de pas d'inespéré, mais il y a un peu de ça, de trucs où tu sais, tu voyais pas trop de. Et moi, je trouve qu'il a enfin, il a gagné beaucoup, beaucoup en autonomie. Il est capable de dire que ses symptômes se sont tassés aussi, donc il est moins envahi. Heu, mais ce qui reste après toutes ces années à galoper dans tous les sens, c'est aussi beaucoup de solitude, de marginalisation, d'absence de boulot, de perspectives professionnelles. J'en parlais, d'absence de relations amoureuses, et ça, je pense que c'est le truc qui le peine le plus.
c'est de pas pouvoir partager, se partager à quelqu'un, qu'il aime. Il y a toujours les copains, il y a toujours, mais c'est surtout ça, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces maladies, à terme et dans le temps, l'usure, laisse quand même de grandes marques, quoi. La solitude et l'isolement, c'est un truc, ça c'est compliqué quand même parce que j'ai toujours le sentiment que mon frangin gâche ses potentiels. Ce qui était le cas à l'époque où je me disais: «Il gâche ses potentiels de jeune homme» et là je me dis: «Il gâche ses potentiels d'adulte» et hem Et en même temps, tu dis toi-même qu'il y a 10 ans, t'aurais pas imaginé que ça aille mieux comme mieux, ouais, ça ouais, bien sûr. aujourd'hui. Non, mais c'est Mais pas la maintenant tu panacée, non. Ce que je veux dire, c'est que je veux pas c'est pas la panacée non plus, tu vois? Peut-être que voilà, c'est comme ça aussi que nos sociétés sont foutues. En tout cas, en France, c'est compliqué il y a peu d'inclusivité pour les gens handicapés dans les tafs, tu vois? Il faut vraiment généralement, tu tombes sur une personne, généralement qui est artisan et qui va former, qui va s'adapter au rythme d'eux. Mais on est quand même très peu inclusif de ce côté-là et c'est terrible parce qu'il y a il y a des gens, qui vivent avec leur pathologie et qui ne demandent qu'à, tu vois? C'est comment on réintroduit le malade, dans la cité, hors des murs, quand on fait tomber les murs de l'hôpital et que des gens qui sont en capacité qui pourraient, tu vois? Bosser et faire leur petite vie, quoi, mais ça reste un chemin de croix. Quand tu as vécu, à la marge, dans la marge 15 ans, ça reste un chemin de croix. Après pour se réinsérer soi-même ou aller chercher trouver les bonnes personnes, ça reste quand même un jeu de piste fou, quoi. Ouais. Et pour nous, dans les enseignements, ce que tu dis, c'est hyper important parce que dans les enseignements qu'on donne aux étudiants qui veulent s'orienter vers la psychiatrie, on essaye vraiment d'avoir une vision communautaire des soins. Ouais. Et ce que tu dis, c'est hyper important. C'est qu'à un moment, si on n'oriente pas et on soutient pas des perspectives communautaires, des personnes qui ont des troubles psychiques, bah, effectivement, on isole, on met de côté. Et ça, c'est hyper important, nous, en tant que soignants, qu'on ait cette sensibilité-là, de dire, en fait, tout se passe pas dans le soin à l'hôpital. Il y a une vie, il y a une cité, il y a une famille, Ouais, ouais. il y a du job, il y a des relations amoureuses, il y a tout ça. Et ça, c'est vraiment un message hyper important, moi. Après, vous pouvez pas tout prendre en charge non plus, tu vois? Mais il y a ce truc de comme ouais, De dire que tout est pas tourné vers l'hôpital et les traitements. non, et c'est ça, Lisa. Ouais, ouais, il faut aussi penser la vie en dehors et la suite, quoi, évidemment. Mais bon, pour ça, il faut des thunes, il faut des gens formés, il faut tu vois? Voilà. Nous, chez nous, en France, en tout cas, pour en avoir un peu parlé, avec, Boris Ciomet qui est, un biologiste, génial, qui m'expliquait que les budgets alloués, aux questions de la santé, c'était, il y avait une pathologie par an, que les secteurs étaient hyper compartimentés, qui couplaient très peu les résultats d'analyse entre l'imagerie, et la recherche moléculaire et les trucs. Mais lui me parlait quand même il y a des trucs qui me donnaient vachement d'espoir. Il me disait: «On travaille sur le traitement, à des endroits du traitement, à des endroits de la maladie pour avoir des traitements hyper adaptés et tout et on progresse beaucoup, mais en même temps, on progresse beaucoup. Bon, on progresse, mais on progresse lentement parce qu'on se consulte, il y a peu de concertation entre les différents services et secteurs et tout ça et puis parce qu'il y a pas de thunes, quoi et que, tu vois? Bon. Là, puis intégrer l'aspect biologique, comme tu le dis, l'aspect psychologique de comment je prends en charge la souffrance de l'autre, mais aussi toute l'inclusivité nécessaire sur le côté social, le job. Ouais, ça, bien sûr, bien sûr. Enfin, en fait, moi, ce que je vois dans ma clinique, c'est comme ça qu'on était le plus efficace. Tu vois, que ça, ce soit 3 secteurs qui soient perméables et qui Oui, il faut que ce soit synergétique ce truc. Il faut que ça fonctionne, faut que tout fonctionne ensemble, quoi, bien sûr. Les pays du Nord, sont balèzes pour ça, hein. Il y a cet aspect thérapeutique et sortie des murs, fonctionne. Les trucs d'insertion, dans la vie professionnelle, il y a des modèles je sais plus ce que je lisais à l'époque lui, affirmait ça, tu vois? Il me disait, Boris, il m'expliquait qu'il y avait les pays plus avancés sur le plan, en tout cas thérapeutique, quoi, ouais, il faut essayer de renforcer l'aspect humain, réhumaniser, remettre un peu d'humain au cœur de ça et se débarrasser des discours punitifs ou des comportements punitifs et infantilisants parce que, ça aide absolument pas. C'est contre-productif, quoi, tu vois? Remettre du cœur, là-dedans et de l'humain et c'est valorisant aussi pour les personnes touchées, quoi. Bah, en tout cas, moi, je suis sûr que, le témoignage que tu nous as offert aujourd'hui,
il peut contribuer à ça pour des futurs soignants, tu vois? D'avoir cette sensibilité à ce vécu, donc merci beaucoup d'avoir partagé, ce moment avec nous. Je rappelle, bah, déjà ton livre sur lesquels les étudiants peuvent s'appuyer, que tu as coécrit avec Thibaut, ton frère, On aboie en silence, puis les 2 titres qui pour moi sont vraiment les marqueurs de cette expérience aussi, de ton vécu qui sont Scanner, et On aboie en silence. Merci beaucoup, et je te laisse un peu le mot de la fin. Si tu avais un message en fait, que tu aimerais passer aux soignants en général, bah, ça serait lequel en fait? Engagez-vous, rejoignez la résistance. Vous êtes la résisteuse, tout simplement. Ça marche. Merci, Greg. Merci à toi.